Salut amis de l'histoire grecque, je vous propose aujourd'hui un petit exercice de revue de presse pour changer un petit peu de mes habitudes. J'ai déjà eu l'occasion de commenter des articles de presse liés à l'histoire antique ou à l'histoire grecque, mais bon, en même temps ça ne pullule pas, hein. Toutes les semaines il n'y a pas de nouvelles informations, donc j'ai fait une petite sélection d'articles liés à l'histoire antique de manière générale, avec des thèmes qui, je l'espère, vous intéresseront. D'ailleurs, je vous recommande le site de Géo, donc qui fait des articles gratuits plutôt intéressants, bon, un petit peu courts, mais honnêtement, ça tient la route et c'est pas encore complètement, on va dire, woke, hein. Voilà, ça reste on va dire de bonne aloi en termes scientifiques, avec, j'avoue, un thème qui me fascine assez. Là aussi, j'ai eu l'occasion de faire une vidéo sur les langues indo-européennes. Je ne suis pas spécialiste, loin s'en faut, mais bon, c'est un sujet qui m'intéresse, puisque, comme le stipule le titre, une langue indo-européenne inconnue découverte dans des tablettes hittites ancestrales. Donc ça renvoie aussi une vidéo que j'ai pu faire récemment, il y a quelques mois déjà, liée à un article publié dans la revue Nature, ou Nature, qui prouvait, on va dire, ou en tout cas qui émettait l'hypothèse, en tout cas qui étayait l'hypothèse sur la chute des Hittites. On est là vers à peu près l'an 1200, hein, donc ça correspond à ce qu'on appellera de manière générale l'effondrement de l'âge de bronze. Je vous renvoie aussi aux Mycéniens, puisqu'en fait c'est prouvé par la paléogénétique notamment, et puis la dendrochronologie aussi, hein, donc c'est l'étude des végétaux, oui, et des arbres, que en fait il y a eu une période de sécheresse qui aurait pu aussi concourir au déclin de la civilisation hittite. Donc c'est multifactoriel évidemment, hein, on l'imagine bien, qu'il y avait des tensions internes, qu'il y a eu aussi des mouvements de population en provenance du Moyen-Orient, qu'il y a eu aussi le contexte aussi de manière plus générale de l'effondrement du bronze ancien. Mais d'ailleurs, donc, j'avais cru bon compléter l'article sur les Hittites dans Wikipédia en rédigeant un tout petit paragraphe, ouais, 4-5 lignes avec la source de Nature, pour revenir, on va dire, sur cette hypothèse. Il y a un contributeur régulier que vraiment sur lequel j'ai beaucoup de respect, qui est très très pointu en histoire antique et dans l'histoire de l'Orient ancien, a retoqué ma modification, ce qui m'arrive absolument jamais. Voilà. Mais il a justifié en disant, ce que je peux comprendre, que c'est une hypothèse parmi d'autres, parce que voilà, dans Wikipédia, il va l'équilibrer quand il y a eu plusieurs hypothèses, on va dire, sur un thème. Il faut pas qu'il y ait une hypothèse qui fasse une ligne et l'autre qui fasse 10. Et comme lui, il insistait sur le fait que l'effondrement des Hittites, c'était multifactoriel, il a considéré que c'était mettre un peu trop en avant l'hypothèse liée aux aléas climatiques, qui est très à la mode, hein. Maintenant, on a l'impression que tout est climatique, hein. L'effondrement de l'Empire romain, c'est climatique. Voilà, enfin bon, c'est multifactoriel, hein. On l'imagine bien. Bon, pareil pour les Mycéniens aussi, hein. Maintenant, c'est la grande mode aussi à nous parler de périodes de sécheresse ou de refroidissement. Bon, une civilisation qui est très très solide, n'a pas à craindre d'aléas climatiques quand ils sont sur le temps long, hein. Donc voilà, faudrait pas non plus exagérer effectivement ces thèses climatiques. Donc je reviens à l'article, formidable, très intéressant, parce que dans l'une des 30 000 tablettes décelées par les archéologues dans l'ancienne capitale des puissants Hittites, donc c'est Hattusa, au centre de l'Anatolie, des chercheurs ont découvert une nouvelle langue indo-européenne qui pourrait avoir été utilisée par leurs voisins du dit pays de Kalasma. Donc j'avoue, je ne connaissais pas, il y a moins de 3500 ans. Donc les Hittites, voilà, ça fait partie de la famille un petit peu, la branche oubliée des peuples indo-européens, donc bien évidemment avec les Grecs, les Latins, les Celtes, les Germains, les Perses ou les Indo-Ariens, et j'en passe.
Et c'est vrai que c'est assez fascinant. Alors les Hittites, enfin pour moi vaguement, j'ai l'impression que c'est un peu des Celtes d'Anatolie. Enfin je sais pas, je me fais peut-être une image trompeuse. Donc ils ont beaucoup été en guerre avec les Égyptiens. Puisque, bah, comme on l'a rappelé, donc à la fin de l'âge du bronze, entre 1650 et 1200 avant notre ère, donc se dressait en Anatolie centrale, la capitale de l'une des plus grandes puissances de l'époque en Asie occidentale, Hattusa, donc du royaume hittite. Déjà, on n'est même pas sûr qu'il s'appelait déjà Hittite. Leur ethnonyme n'est pas très très clair non plus. Donc les fouilles réalisées depuis un siècle sous la direction de l'Institut archéologique allemand, donc sur le site de Bogaskale Hattusa, donc du nom de l'actuel village dans le centre nord de la Turquie, ont déjà permis de révéler plus de 30 000 tablettes d'argile portant une écriture cunéiforme. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait ils se sont inspirés, on va dire, des alphabets, en tout cas l'écriture cunéiforme, on dirait des Sumériens, et puis plus tard l'écriture araméenne, pour transcrire en langue indo-européenne. Donc, ça c'est intéressant, c'est que ça saute, voilà, ça saute pas forcément à l'esprit de se dire qu'on peut écrire des langues indo-européennes en cunéiforme. Fascinant. Donc ces tablettes qui comprenaient donc des traités, des décrets d'État comme des prières rituelles d'incantation, elles constituent pour les historiens la source principale des connaissances sur la civilisation hittite, qui reste assez méconnue, et plus largement sur ses voisins du Moyen-Orient du fait de l'importance politique du royaume à son apogée. Il s'est tout de même confronté aux grands pharaons d'Égypte comme le célèbre Ramsès II. Alors, je vous renvoie à la bataille de Kadesh, donc qui est une espèce de match nul, ou en tout cas de victoire à la Pyrrhus de Ramsès II, mais bon, là, toute la propagande pharaonique va en faire de cette bataille une grande victoire, mais rien n'est moins sûr. Voilà, donc si ces tablettes présentes sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sont donc inscrites dans le système cunéiforme, elles sont majoritairement rédigées en hittite nésique, plus ancienne langue indo-européenne attestée. Donc voilà, parce que y a aussi des langues indo-européennes qui ne s'écrivaient pas. Par exemple le celte. Donc toutes les langues indo-européennes, en tout cas rattachées à la grande famille des langues européennes, n'avaient pas leur propre alphabet. Oui. Donc témoignage des différents héritages des Hittites, certains textes ont ainsi été écrits en akkadien, ourite. Donc l'ourite c'est aussi une langue d'Anatolie, une langue indo-européenne, les Hattis, les Louvites et les Palaïtes, je ne connais pas Palaïtes, ou encore dans une langue inconnue. Donc ce fut la surprise des dernières recherches menées donc cette année, parce que cachée dans un texte rituel en hittite, une récitation rédigée dans une langue indo-européenne jusqu'alors inconnue s'est récemment révélée aux yeux des chercheurs. Il est clair, donc très récemment, donc c'est en septembre 2023, c'est pour ça que la nouvelle m'a intéressé à ce moment-là. Donc les mots découverts sur une tablette sont pour le moment totalement incompréhensibles, mais le texte hittite nésique dans lequel ils sont intégrés reste lui totalement lisible pour les spécialistes, sachant donc que le hittite a été déchiffré en 1915 par un linguiste tchécoslovaque. Il est notamment intelligible pour le professeur Daniel Schwemmer, directeur de la chaire d'études sur le Proche-Orient ancien de l'université allemande, qui travaille sur les découvertes cunéiformes issues donc de ces fouilles. Et selon lui, l'extrait mentionne le nouvel idiome comme étant la langue du pays de Kalasma, situé à l'extrême nord-ouest de la région centrale du royaume, probablement dans les actuelles régions donc des villes turques de Bolu et de Guérédé. Bon, désolé si je prononce mal le turc moderne. Et donc sa collègue spécialiste des langues anatoliennes à l'université de Marbourg en Allemagne a quant à elle confirmé qu'elle pouvait bel et bien être intégrée aux langues anatoliennes indo-européennes parlées dans la région au 2e et 1er millénaire avant notre ère. Et donc son analyse semble également montrer que ce très secret idiome présente davantage de caractéristiques en commun avec le louvite, donc la langue potentiellement parlée dans la Troie historique, la cité-palais de l'âge du bronze, et non celle légendaire des Grecs. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Bon, pas très clair. C'est des traductions de l'anglais. Je vois pas trop de quoi il parle. Donc pourtant, sa proximité géographique correspond davantage à la zone linguistique du palaïte, parlée par les Palas au nord-ouest de la zone centrale hittite. La relation entre la langue du Kalasma et les autres dialectes louvites, étroitement liés au hittite, doit donc être profondément étudiée. Oui, c'est pointu, il faut suivre. Donc bien qu'elle reste des plus fascinantes, la découverte d'une nouvelle langue dans ces archives n'est pas totalement inattendue, comme l'explique donc le professeur
les Hittites étaient particulièrement intéressés par l'enregistrement des rituels en langues étrangères. Bon, oui. Ils étaient un peu au carrefour quand même de nombreuses civilisations. Donc en effet, les scribes du roi hittite conservaient sur leurs tablettes d'argile des traces des traditions cultuelles de leurs voisins. Oui, donc les textes uniformes et parfois même hiéroglyphiques du site contiennent ainsi des passages dans d'autres langues anatoliennes, indo-européennes, donnant un aperçu du paysage culturel de l'ancienne Anatolie. Donc la langue du Kalasma peut donc être ajoutée à cette liste. En revanche, les extraits bilingues sont fragmentaires. L'un des plus longs textes reste celui gravé dans une langue cette fois-ci non indo-européenne, le attique, ou Ati, évoquant la mystérieuse divinité Ziparwa. Oui, bon, alors là on est dans les temps obscurs, hein, l'âge de bronze. Enfin, c'est fascinant, moi j'avoue, voilà, j'ai pas de compétences particulières, j'ai pas étudié ça voilà, au niveau universitaire, mais je trouve ça assez fascinant, parce qu'on est vraiment à la confluence entre l'histoire et la proto-histoire. Enfin, je trouve ça assez fascinant. Voilà, moi j'avoue, l'âge du bronze, j'aime bien. Voilà, ça change un peu aussi de ce qu'on peut faire, la Grèce classique ou hellénistique. Donc voilà pour ce thème un petit peu pointu, mais bon, en tout cas, c'est l'occasion de rendre hommage aux Hittites, et il y a pas mal, je vous dis, de renouvellements et d'études qui sont faites à ce sujet. Alors là, des choses un petit peu plus, on va dire, grand public, en tout cas plus connues. À Pompéi, donc 2 nouvelles victimes du Vésuve découvertes dans la maison des chastes amants. Oui. Alors, il y a aussi certaines interprétations que c'était pas forcément des amants, c'était deux corps qui étaient collés, on va dire, mais ils n'étaient pas forcément amants. Voilà, parce que les 2 individus auraient été tués par l'effondrement d'une partie de la demeure au cours du tremblement de terre qui accompagnait l'éruption de 79. Alors, ce ne sont pas les cendres tombées du ciel, donc les nuées ardentes, hein, mais des secousses des tréfonds de la terre qui ont eu raison des 2 infortunés. Donc 2 nouvelles victimes de la destruction de Pompéi en l'an 79 ont été découvertes au cours des fouilles de la cité romaine, a annoncé donc le ministère de la Culture italien. Leurs ossements se trouvaient sous les vestiges d'un mur effondré dans la maison des chastes amants, l'une des domus les plus connues de la cité antique. Et une fois n'est pas coutume, ces victimes indirectes de l'éruption n'auraient pas été ensevelies par les émanations du Vésuve. Ça me fait penser que, au contraire de ce qu'on peut imaginer, comment dire, les restes en plâtre qu'on peut voir des corps, c'est pas d'origine en fait, ça a été refait, c'est des moulages en fait modernes. Donc voilà, parce qu'on imagine souvent qu'ils ont été comme ça, totalement figés dans la roche, mais non, en fait, ils ont été, pour ainsi dire, vitrifiés, je dirais. Mais voilà, après, c'est des moulages qui ont été faits à l'époque moderne, en fait. Et oui. Donc, les individus en question, 2 hommes âgés d'une 50aine d'années, donc se trouvaient dans une pièce annexe, un espace utilitaire, a précisé le parc archéologique de Pompéi dans un communiqué. Et donc l'étude archéo-anthropologique des ossements a permis de confirmer une mort intervenue à la suite de nombreux traumatismes liés à l'effondrement du bâtiment. Peu de doute à ce sujet. L'origine de cet éboulement est toutefois moins courante dans la liste morbide des nécrologies pompéiennes. Vous voyez, c'est fascinant hein, comme prise de vue. En effet, les victimes découvertes à Pompéi n'ont pas toutes été asphyxiées, emportées par la déferlante pyroclastique, le terme soutenu pour parler des nuées ardentes, je suppose, ou tuées par les effondrements liés à l'accumulation de pierres ponces sur les bâtiments de Pompéi. Donc, comme on le sait, c'est pas la lave ce qui a, on va dire, détruit la cité et puis tué ces milliers de malheureux, mais c'est les nuées ardentes, donc c'est des nuages incandescents en fait de cendres qui ont eu un peu l'effet du bombe nucléaire, on dira. Donc un événement sismique a également accompagné la destruction de Pompéi. Et donc l'existence du séisme est notamment attestée par Pline le Jeune, la source historique majeure de la catastrophe, et qui était contemporain des événements. Ça me fait penser aussi qu'à cette occasion-là, bon, j'en ai déjà parlé, mais on avait découvert dans la fameuse la villa avec des archives, en fait, une villa avec des restes, une bibliothèque, alors soi-disant des livres qui n'auraient pas été rendus. Voilà. Donc, il a un sacré malus depuis 2000 ans. Ils n'ont pas rendu le livre à la bibliothèque. Mais en tout cas, voilà, les IA ont permis, avec des capteurs laser, de déchiffrer des textes donc en latin. Donc c'était des rouleaux de papyrus. Et donc évidemment, on ne peut pas les dérouler parce qu'ils sont totalement carbonisés. Mais en fait, on a découvert là très récemment, il y a quelques mois, des extraits d'un ouvrage qui mentionnait les diadoques, notamment de mémoire Cassandre et Séleucos. Et à l'époque, j'avais émis l'hypothèse, donc fort humblement,
que ça pouvait être euh, l'histoire des dialogues de Hieronymus de Cardia ou sa transcription dirait l'histoire des successeurs d'Arien, donc ce qui serait fascinant parce que évidemment c'est des ouvrages qui ont disparu. Voilà, donc l'IA est venue aussi à notre secours à ce sujet-là, donc j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Alors, à la recherche donc, du séisme fantôme, donc heureusement les méthodes archéologiques s'affinent avec les époques. Ainsi, les chercheurs ont pu déterminer que l'éboulement soudain qui a eu raison des deux individus de la maison des chastes amants ne paraît pas être attribuable au dépôt des produits de l'éruption. Donc mieux encore, l'effondrement de la pièce qui se trouvait alors en travaux a pu être situé avant les dernières phases de dépôt de pierre ponce, des données qui pointeraient vers l'insaisissable séisme. Donc ce qui veut dire qu'en fait, voilà, c'est ça que ça veut dire, c'était qu'il y a eu un tremblement de terre avant l'éruption. Donc quelques heures, quelques jours, et que, on va dire un signe annonciateur, et qu'ensuite il y a eu l'éruption et la nuit ardente proprement dite. Donc ils sont morts avant l'éruption proprement dite. C'est ça que ça veut dire en fait. Voilà. Bon. Et puis je reviens aussi au fait, bon ça c'est purement anecdotique, mais que c'était deux hommes, mais rien ne dit qu'ils étaient amants. Hein. Bon là aussi c'est légendaire, bon, c'est mignon. Hein, voilà. Alors, dans un autre style aussi, on va voyager aujourd'hui. Toujours la pyramide de Khéops. Alors bon, j'aime bien les autorités égyptiennes, ils font un peu le buzz parce que voilà, bon, le tourisme pour eux c'est important. Voilà, vu le contexte international, voilà, ils veulent faire venir un petit peu les touristes, ou en tout cas, on va dire toujours attirer la curiosité des égypto-maniaques. Parce qu'ils nous sortent très régulièrement. En fait, tous les mois, il y a un nouveau truc, en fait. Donc, je sais pas, à mon avis, ils doivent garder sous le coude, disons, je sais pas, un grand hangar avec plein de découvertes. Et puis, ils les sortent avec parcimonie, en fait. Et pour faire le buzz. Mais c'est prouvé, hein, c'est vrai, c'est une réalité. Parce que là, bah oui, extraordinaire découverte d'un couloir caché depuis 4500 ans. Donc, j'ai du mal encore à imaginer, enfin, moi, ça me fascine, mais qu'on puisse encore découvrir. Je sais pas, ça n'a pas été scanné dans tous les sens, ce truc. Enfin, je sais pas. Après, je suis pas spécialiste de Khéops, hein. Voilà, je m'intéresse un peu comme tout le monde, mais ça me fascine qu'on arrive encore à découvrir des pièces. Je trouve ça fascinant. Donc que va dire cet article? Bon là, le Figaro, c'est un peu plus court, mais c'est toujours aussi intéressant. On l'a vu avec Pompéi. Et puis c'est des articles gratuits, donc merci. Donc il y a du nouveau derrière les blocs épais et 4 fois millénaires de la tombe du roi Khéops, donc une des 7 merveilles du monde, bien sûr. 7 ans après avoir découvert l'existence de cavités inconnues, donc ça c'était fait par résonance magnétique, cachées dans les profondeurs de la plus grande des pyramides de Gizeh, face au Caire. Les scientifiques du projet international livrent un premier aperçu de l'un de ces espaces tant fantasmés. Situé derrière l'entrée de la face nord du monument, le corridor en question ne dissimulait rien d'inattendu. Des murs nus, pas de momies en embuscade ni de trésors insoupçonnés, elle n'en reste pas moins fabuleuse aux yeux des spécialistes. Cet espace de 2 mètres de large sous chevron s'étire sous près de 9 mètres. Il a pu être inspecté le 24 février de cette année grâce à une minuscule ouverture détectée au radar dans la jointure des chevrons de l'entrée. Faute d'y passer une tête, les chercheurs ont employé une minuscule caméra, un endoscope, d'un diamètre de 5 mm, ah oui effectivement, donc il faut quand même des moyens technologiques importants, passés dans un tuyau en cuivre pour obtenir un aperçu de cet espace dissimulé depuis la construction du monument. Bon. Alors de quelle utilité était ce corridor aveugle? Bon, alors c'est des grandes théories, hein. Les plus prosaïques diront ça servait aux bâtisseurs pour passer d'un endroit à l'autre. D'autres vont dire oui, c'est très ésotérique, je ne sais quoi, c'est des... Ça, voilà, des fonctions religieuses, rituelles, voire voilà, des conduits secrets. Mais bon, plus concrètement, en général, ces cavités pouvaient servir plutôt à se déplacer pendant la construction. Donc si la piste d'un espace de décharge censé répartir la masse au-dessus de l'entrée principale de la pyramide est avancée par les autorités égyptiennes, les scientifiques du projet, eux, se gardent bien de trancher. Leur intérêt est ailleurs. L'existence désormais avérée de cet espace prouve ce que leurs instruments avaient détecté en 2016 grâce au principe de la radiographie par muon. Bon. Ces images confirment la présence de cette cavité dont nous soupçonnons déjà l'existence à 99,99%. Elles achèvent également de prouver l'efficacité de nos méthodes non destructives et non invasives. Et donc,
adapté au contexte de la pyramide par l'université de Nagoya et le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA, donc Cocorico. La myographie consiste en la captation de particules élémentaires sensibles au corps qu'elles traversent. Balèze. Cette technique a permis d'identifier en 2016 deux espaces jusqu'alors inconnus à l'intérieur de la Grande Pyramide, donc le corridor dont on a fait beaucoup de publicité à l'époque, donc situé près de l'entrée, ainsi qu'un grand vide d'au moins 40 mètres de long et qui se trouve 10 mètres environ au-dessus de la Grande Galerie. Donc on est là, ici, à peu près. Et donc les dernières énigmes de la pyramide, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Donc d'après les images de l'endoscope, le corridor inspecté ne paraît pas être relié au grand vide. Un couloir plus petit de moins d'1 mètre entre ces deux structures ne peut pas être complètement exclu à partir de ces mesures. Note cependant les 36 chercheurs associés à la mission. Donc la piste d'un couloir qui aurait été comblé n'est pas non plus écartée. Donc le charismatique archéologue, archéologique, ils font des coquilles aussi, je m'en mêle, égyptien, donc Zawi Hawass, rêve d'ores et déjà de retrouver la vraie chambre funéraire du roi Khéops. Oui, alors c'est dommage, l'image ne se charge pas, mais Zawi Hawass, il est célèbre, il a toujours un chapeau d'Indiana Jones, et il avait fait le buzz, bon c'est un des plus grands archéologues égyptiens, mais il y a quelques mois, parce qu'il était entré en guerre contre le Netflix avec les Cléopâtres, et oui, là aussi j'avais fait une vidéo à l'époque, et oui... Qui se souvient encore de cette horrible daube? Jawa Pinkett Smith, là. Oulala, bon, je vais pas refaire la vidéo, mais enfin voilà, le Zawi, il était rentré un peu en croisade, si je puis dire ça ainsi. Et donc les travaux ne sont pas achevés, nous allons poursuivre notre campagne de scan. Voilà, bon, bah, il y a encore des mystères à découvrir. Et il est là, voilà, le voilà, Zawi Hawass, dont je parlais, donc charismatique et médiatique, archéologue, ancien ministre des Antiquités, et garant, on va dire, de l'anti-révisionnisme afrocentriste. Donc il fait le boulot contre Netflix et les woke. Donc à terme, l'identification et l'étude de ces nouveaux espaces de la Grande Pyramide pourraient permettre de mieux saisir les dernières énigmes de sa construction. Plusieurs hypothèses concurrentes existent sur ce problème architectural qui pourrait avoir été résolu par des systèmes de rampes externes ou internes, donc qui auraient servi au constructeur, voire par un mélange des deux. Parce que voilà, on imagine qu'ils pouvaient placer les blocs par l'intérieur. Parce que voilà, il y en a qui disent par l'extérieur et d'autres par l'intérieur. Bon, bah, comme souvent, on va dire les deux. Et donc le monument, édifié vers 2560 avant notre ère, du temps de l'ancien empire égyptien, est resté plusieurs millénaires la structure humaine la plus haute jamais construite. J'aimerais bien savoir le monument, dites-le moi en commentaire si vous le savez de tête. Peut-être la cathédrale d'Amiens, l'Empire State Building. Je crois que c'est une cathédrale. À vérifier. Si vous le savez spontanément en commentaire, merci d'éclairer ma lanterne. Et les mystères irrésolus de cette merveille du monde ne lassent toujours pas de fasciner. Et là aussi, il faut des coquilles. Excusez-moi, parce que je lis comme ça tel quel, mais ils font des coquilles. Les stagiaires du Figaro, voilà, ils font des petites coquilles. Bon. On a ChatGPT de vous relire. Ah là 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 là. Bon. Alors là aussi, je sors un petit peu de mon champ, ma zone de confort. Parler des 7 aussi, c'est intéressant. Nos ancêtres les Gaulois. Alors c'est tiré d'un site, je sais pas, qui n'est pas si connu. Je trouve pas beaucoup de relais. Voilà, il s'appelle The Conversation. C'est un site en fait, comme c'est bien dit, je trouve que le titre claque bien, l'expertise universitaire, l'exigence journalistique. Bon, c'est comme on voit des articles rédigés par des professeurs d'université ou des grands spécialistes, des grands experts, d'un certain niveau, d'une certaine tenue. Honnêtement, en histoire, c'est pas mal. Bon, je lis moins tout ce qui concerne la géopolitique contemporaine, on va dire. Mais ça a vraiment une certaine tenue. Donc je vous le recommande pour ceux qui ne connaissent pas. The Conversation. Excellent site. Puisque, bah voilà, donc bon, bah forcément, on va toujours un petit peu surfer sur le buzz du moment, à savoir la sortie du dernier album d'Astérix, l'Iris Blanc. C'est pas ma cam, hein, je lis pas. Évidemment, bien avec le cliché, les Gaulois qui mangent des sangliers lors de grands banquets, voilà, où les irréductibles gaulois se réconcilient autour des habituels sangliers rôtis. Et ben non, visiblement,
C'est pas le cas, puisque le festin rassemble donc les habitants du village et qui consomment les mêmes mets et les mêmes breuvages et se réjouissent gaiement du récit des aventures de leurs deux héros. Bon, je vous résume, hein, mais matrice symbolique d'un imaginaire culturel et au-delà des millénaires gaulois et français partageraient les mêmes valeurs communautaires et la même passion pour les plaisirs collectifs de la table. Bon, ça mange pas de pain, hein, surtout par les temps qui courent, de s'inventer un imaginaire collectif. Hein, on va dire, ça n'a jamais tué personne. Donc il est bon de rappeler que le Gaulois, le monde gaulois, donc créé par Goscinny et Uderzo, est fictionnel. Oui, ne serait-ce que les menhirs. Mais là encore, je vois, c'est vraiment récurrent de croire que c'est les Celtes qui ont rédigé les dolmens et les menhirs. Ouais, quand même. C'était fait 2000 ans avant. Même avant, 5000 ans avant, au néolithique. Donc, bon, là, franchement, je vais pas faire des procès à Uderzo et Goscinny, mais les gens qui reprennent ça quand même à leur compte. Bon, sans parler du casque avec les petites ailettes, bon. Bah. Après, qu'il y ait des anachronismes, oui, ça prête à l'humour, et voilà, mais c'est ça qu'après, c'est rentré dans l'imaginaire collectif, ça c'est clair. Alors oui, revenons donc à l'article. Ainsi, pour la période de l'Athènes, donc qui correspond au deuxième âge du fer, hein, donc qui précède la période de Hallstatt, puisqu'effectivement l'arrivée des Celtes, là aussi il faut le rappeler, parce qu'on a l'impression que les Celtes ils sont là depuis 3000 ans, mais non, les Celtes ils sont arrivés d'Europe centrale à une période assez récente, hein. C'est l'âge classique de la Grèce, hein. Donc moi aussi ça m'a toujours fasciné, c'est de me dire qu'ils ont quand même eu le temps de bien imprégner l'histoire et le paysage en restant objectivement que 400 ans. Enfin, je parle en tout cas en tant que puissance indépendante. Évidemment, après, ils n'ont pas disparu de la surface de la Terre suite aux conquêtes romaines, mais c'est quand même assez fascinant que l'arrivée en Gaule des Gaulois, si on peut le dire comme ça, c'est récent. C'est récent à l'échelle de l'histoire. Et là aussi, ça met en brèche parfois des clichés qu'on a l'impression qu'ils sont là depuis le néolithique. Loin s'en faut. Donc le stéréotype de Gaulois grand consommateur de sangliers vivant de la chasse et non des produits de l'élevage est démenti par l'archéologie, puisqu'il s'avère que la consommation d'animaux sauvages est réduite. Les Gaulois sont des viandards, oui quand même, ils mangent beaucoup de viande bouillie, grillée ou rôtie, mais principalement d'animaux domestiques, porcs, chèvres, moutons en particulier, bœufs aussi, ça doit être sans doute plus rare, plus onéreux, et de manière plus anecdotique aussi, du cheval et du chien. Et oui. Donc parmi les très nombreux sites témoignant de festins collectifs durant cette période, celui du sanctuaire de Coran, fondé donc dans le dernier quart du IIe siècle avant notre ère dans le Puy de Dôme, apporte des témoignages édifiants de libations de vin, de sacrifices d'animaux, quand ils sacrifiaient pas de temps en temps des prisonniers, et de repas collectifs carnés avec une masse considérable de vestiges céramiques, dont plusieurs milliers d'amphores vinaires importés du centre de l'Italie romaine. Et là aussi, donc, ça prouve les connexions entre les mondes celtiques, latin et grec. Et donc des vestiges également phoniques, donc des ossements de moutons, de chèvres, en très grand nombre, de cochons, de chiens, de bœufs, etc. Et donc ces témoignages matériels font écho au texte de Posidonios d'Apamée, un auteur grec qui a voyagé en Gaule au 1er siècle avant notre ère. Apamée qui est en Syrie, donc il a vécu, on va dire à l'époque, le royaume séleucide. Bon, c'était déjà peut-être à peu près romain à l'époque, hein. Bon, alors je vous épargne le texte de Posidonios, parce que le texte de Posidonios donc, est conservé par Athénée, donc qui a écrit les Depnosophistes, donc c'est on va dire des propos de table, voilà, on pourrait traduire comme ça, propos de table. Athénée qui est intéressant parce qu'il a repris énormément d'auteurs dont on a perdu toute trace, donc il est intéressant aussi pour l'histoire hellénistique ou l'histoire de la philosophie. Athénée de Naucratis, n'est-ce pas? Donc il mentionne plusieurs catégories de produits alimentaires consommés par les Gaulois, dont certains sont reconnus par l'archéologie. Donc là aussi je vous résume, hein, c'était surtout à base de pain, il y avait aussi du sel, du vin, du vinaigre, la bière et le miel. Alors hormis le sel, donc qui est un cas à part, les autres produits cités peuvent être identifiés grâce à des approches analytiques transdisciplinaires, bon, aussi à base de pollen, hein, bon, et des restes aussi de boissons fermentées. Et donc il y a un cas exceptionnel qui est fourni par une tombe princière donc dans l'Aube, près de Troyes, datant, donc c'est une période plus ancienne, de la fin du Hallstatt. Donc qui est le premier âge du fer, on va dire. Donc c'est le début de l'arrivée des Celtes, hein, comme je disais tout à l'heure.
Il y a deux grandes périodes dans l'histoire celtique. Il y a donc Hallstatt, du nom d'un site en Autriche, et la Tène, qui est appelé le deuxième âge du fer. Et donc dans la chambre funéraire, un dépôt de vaisselle est composé d'une dizaine de pièces, dont la plus importante est un chaudron étrusque. Donc là aussi, ça témoigne quand même des voies commerciales dans toute l'Europe occidentale. C'est fascinant. Et donc ces grands et prestigieux récipients à liquide sont dans les mondes grecs et étrusques liés au symposium, donc moment le plus important du banquet, consistant en la consommation collective et ritualisée du vin aromatisé et mélangé avec de l'eau, ce qui était vraiment très très fort. Donc bon, là aussi je vous résume, le texte est quand même assez long, assez fourni. Et là on voit donc les archéologues au travail. Et donc vers 475, le banquet funéraire de Lavaux rassemble un grand nombre de convives, comme le suggère la contenance du chaudron, estimé à plus de 300 litres, qui boivent le vin préparé selon le modèle méditerranéen, donc mélangé avec de l'eau et du miel. Et donc ces données contrastent avec celles d'autres tombes celtiques de la période hallstattienne qui attestent de la consommation non pas de vin mais d'hydromel. Et entre tradition locale et stimuli extérieurs, le banquet celtique se décline sous des formes diverses. Parce qu'on voit effectivement, de ce qu'on lit, on voit quand même les influences grecques et étrusques assez notables. Et donc on est bien loin de Astérix et Obélix qui vont manger des gros sangliers qu'ils auraient tués lors de chasse. Vous voyez, donc c'est une société beaucoup plus sophistiquée, là aussi qu'on veut bien le croire, avec des échanges commerciaux très, très intenses avec leurs voisins grecs, étrusques et latins. Bon. Alors, pour le dernier article intéressant, et là il est vraiment très récent, il date d'aujourd'hui, on est le 17 novembre, qui est tiré donc de la presse francophone canadienne, donc nos amis québécois, avec un journal qui s'appelle La Presse. Et c'est vraiment intéressant parce que pour le coup ça fait écho avec l'actualité, donc puisqu'il parle effectivement du conflit israélo-palestinien et aussi de Wikipédia. Et j'ai trouvé cet article intéressant, et j'aurais pas mal à dire là-dessus. Quand l'histoire s'écrit en direct sur Wikipédia. Donc dénommé Daphné, bon, pas son nom. Donc lassé par la violence qui se déplie en temps réel sur mes écrans, je me suis mise à consommer des informations sur le conflit israélo-palestinien de façon boulimique. Bon, oui, on peut comprendre. C'était mon cas à un moment avec la guerre en Ukraine aussi, voilà, origine d'informations, mais bon. Donc j'ai téléchargé des livres, j'ai lu des articles, j'ai regardé des films, et à l'instar de beaucoup d'autres, j'ai consulté Wikipédia. Donc c'est bien de faire sa culture, voilà, de ne pas être pris comme ça dans l'immédiateté. Comme l'histoire s'écrit quasiment en direct sur les pages de cette encyclopédie collective en ligne, les contributeurs on fera abstraction de l'écriture inclusive, je ne ferai pas de commentaires désobligeants, ne chôment pas. Sur la page francophone consacrée à la guerre Israël-Hamas de 2023, on comptait en moyenne 70 modifications par jour, alors que la page anglophone frôle plutôt les 372 modifications. Et donc en fouillant les archives de ces pages, on trouve des statistiques, des informations sur les wikipédistes, des discussions qu'ils et elles ont entre eux et l'historique de leur travail acharné. Oui, donc c'est évidemment le but de Wikipédia, c'est aussi de pouvoir échanger en mode forum dans les pages de discussion. C'est ainsi que j'apprends que le wikipédiste francophone responsable du plus du tiers du texte disponible sur cette guerre écrouée au lit par une grippe moyenâgeuse. Bon. Ce type d'information met en exergue la construction sociale de l'histoire, mais il insécurise ainsi les fervent de l'objectivité. Car n'était-ce pas inquiétant de saisir aussi nettement que l'histoire est écrite par des humains et qu'elle est le fait de différentes subjectivités? Bon, il n'y a pas besoin de ça pour le savoir, mais c'est vrai que ça casse un petit peu le côté solennel de la chose. Si j'adhère à la mission de Wikipédia, moi aussi, savoir, c'est le pouvoir, soit l'accès gratuit au savoir, je suis aussi fasciné par les perles d'histoire parfois farfelues que l'encyclopédie Racel. Bon, là aussi pas tant que ça, là aussi du coup j'ai relu des articles un peu anciens mais qui comparent la revue Nature décidément, qui comparent dans des pages d'histoire sur des thèmes évidemment équivalents, l'encyclopédie Universalis et Wikipédia, et le nombre d'erreurs est absolument équivalent. Parce qu'il y a un effet, en fait, ça doit avoir un terme en psychologie, mais
le fait de contribuer à Wikipédia, en fait, on a un niveau d'exigence comme si on était payé, en fait. Moi, le premier, d'ailleurs, limite, je suis encore plus exigeant sur Wikipédia que ce que je pourrais l'être, je vais pas dire dans mon professionnel, bon, mais presque, en fait. En tout cas, autant. C'est assez fascinant, parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est gratuit, donc les gens s'en foutent. Bah non, c'est l'effet inverse, en fait. Parce que comme on a l'impression d'être prescripteur, et puis qu'on a cette sensation quand même, qui est une réalité, d'être lu et relayé, on a soi-même un niveau d'exigence très élevé, à part évidemment des gens qui écrivent n'importe quoi, ça arrive, mais ça va rester quoi, une heure, une journée, et ensuite ce sera supprimé. Donc on peut toujours critiquer effectivement le modèle, hein. C'est pas la panacée universelle, mais en termes d'erreurs sur des sujets pointus, c'est vraiment très très réduit. Euh, bon, alors je vous épargne un petit peu les aspects un peu plus psychologiques, mais euh, la deuxième partie du texte était intéressant, et après je vous donnerai un petit peu mon avis. C'est que pour représenter une diversité de points de vue, il faut d'abord s'assurer d'avoir des contributeurs variés, ce qui n'est pas du tout le cas évidemment sur des thèmes sur le conflit israélo-arabe. C'est totalement biaisé. Moi, la neutralité stricte, je n'y crois pas, ou alors pas sur des thèmes aussi prégnants. En ce sens, Wikipédia accuse des lacunes. Le biais de genre, par exemple, est un problème largement documenté sur la plateforme. Bon, là, je suis pas trop d'accord avec ça. Là aussi, j'ai eu l'occasion de faire des vidéos là-dessus. Ma preuve en est, je suis un horrible masculiniste. Non, je plaisante. Mais j'ai fait énormément, j'ai pas compté, mais j'ai dû faire 50 pages sur des princesses grecques. Donc, non. Le biais de genre, non, je suis pas d'accord, Daphné. Une enquête effectuée par la fondation Wikimedia en 2011 aurait révélé, alors déjà ça date, hein, voilà, ça commence à dater, qu'à l'époque seulement 9% des personnes contribuant à Wikipédia dans le monde s'identifiaient comme femmes. Alors déjà, ils s'identifient comme femmes. Moi, je vais m'identifier comme femme, je vais faire monter les chiffres. Et cette disparité se traduit notamment par un grand nombre de figures historiques, un moins grand nombre de figures féminines. Bon, là aussi, je vous renvoie des vidéos que j'ai pu faire, mais ça paraît tellement évident. On n'empêche aucune femme de faire des fiches, c'est tout. Il y a, je sais pas si c'est le naturel masculin, je n'en sais rien, si c'est l'oppression patriarcale, je sais pas. Une question de temps libre, une question de passion. Il doit y avoir beaucoup de facteurs psychologiques, sociaux. Voilà, il y a moins de femmes qui contribuent. Ben ouais, mais bon. On les empêche pas. On n'a jamais qui que ce soit. D'ailleurs, t'es une femme, tu vas pas pouvoir parler. Moi, je me souviens très bien, voilà, au début, il y a 15 ans de ça, sur Wikipédia, le portail d'histoire grecque était tenu par une prof de la Sorbonne, mon prof ou chargée de TD, enfin en tout cas, voilà, elle travaille à la Sorbonne, donc elle avait, voilà, effectivement, un certain background, on va dire, excusez-moi pour les anglicismes, hein, et un certain pédigré, et jamais ça nous a fait tiquer de se dire, c'est une femme, on va pas l'écouter. Enfin, ça, c'est vraiment des arguments. La statistique n'explique pas tout, quoi. Sinon, c'est quoi? C'est un monde, il faut être 50-50. Enfin, c'est triste, c'est triste. Alors, je vais pas tomber dans le côté, oui, ils sont woke. Bon, c'est les Canadiens, hein, je crois qu'ils sont totalement matrixés. Il y a plus grand-chose à en tirer, hein. Ils sont sympas, hein, moi j'aime beaucoup, hein, les Québécois, mais ils sont dans un autre délire là. Donc pareil aussi, bon, je renvoie les vidéos aussi que j'ai pu faire, mais bah désolé s'il y a eu moins de femmes dans l'histoire. Ça, c'est important, tu parles des rois, des généraux, oui, effectivement, c'est souvent lié à des figures masculines, mais bah, dans ces cas-là, j'ai envie de dire, il faut refaire toute l'histoire du monde, en fait. Donc là, au début, je trouvais ça intéressant, et je vais revenir sur ce débat-là, sur la critique que je vais faire de Wikipédia, parce que bon, là, elle parle du biais psychologique, et que bon, bah voilà, que forcément on a consciemment ou inconsciemment un biais quand on écrit sur l'histoire. Bon, ça, c'est un peu enfoncer les portes ouvertes. Mais moi, ce qui me chagrine dans Wikipédia, c'est, et je suis pas le seul d'ailleurs, c'est le fait ce Wikipédia, c'est une encyclopédie en ligne, c'est pas une revue de presse, c'est pas l'AFP, et que d'emblée qu'il y a un événement, donc attentat, tremblement de terre, dans l'heure, il y a déjà un article. Et en gros, Wikipédia est devenue maintenant une agence de presse, en fait, gratuite. Les journalistes reprennent Wikipédia parce que oui, c'est sourcé. C'est vrai qu'ils vont sourcer avec des articles de presse, forcément, hein, ce ne sera pas des ouvrages universitaires. Et moi, ça me pose un gros problème. C'est que déjà, un événement, pour pouvoir en parler, il faut, un, du recul, deux, des sources secondaires et pas simplement des sources de presse, qui sont forcément biaisées. Trois, il y a parfois les événements qui évoluent en temps réel. Donc,
on ne connaît pas encore l'issue de la guerre. Je parle du conflit israélo-arabe, même chose avec la guerre en Ukraine, donc c'est totalement biaisé en fait. Et il y a, je sais, des gens, des contributeurs réguliers, et tout à fait sérieux, qui militent pour qu'il y ait un certain délai. Alors ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, pour qu'un événement figure en tant que tel. Alors évidemment, on peut en parler dans une page globale. Je ne sais pas, moi, vous avez la page Hamas, ou la page Gaza, ou la page Tsahal, Israël, ou je ne sais quoi. Oui, vous parlez des événements. Mais vous ne pouvez pas, en tant que tel, décemment, dans une encyclopédie, je rappelle, c'est une encyclopédie en ligne, c'est pas une revue de presse, vous ne pouvez pas parler d'événements aussi récents. Donc beaucoup, et d'ailleurs moi je milite, enfin c'est un bien grand mot, je ne milite pas, je ne suis pas actif sur les forums de Wikipédia, je me contente d'écrire et de vérifier, mais voilà, je ne participe pas au débat, mais j'ai déjà lu des complaintes de certains contributeurs qui considéraient que c'était pas normal du tout que sur Wikipédia il y ait des événements récents, parce que ça devient prescripteur. Et puis à force d'être dans la neutralité, pour moi déjà la neutralité stricte, c'est forcément biaisé. Et là aussi, je l'ai remarqué, mais il y a parfois des officines un peu douteuses comme Conspiracy Watch qui vont servir de source, alors que c'est pas des sources scientifiques, c'est juste un pôle de journalistes payés avec nos impôts et le CNC. Donc, en fait, c'est ça, c'est intéressant. Ils s'auto-alimentent, en fait. Ils créent une page et en fait, je parle de Conspiracy Watch, hein, voilà, on voit de qui je parle, hein, Rudy Reichstadt et ses acolytes. Ils créent une page, genre, je sais pas moi, complotisme, j'en sais rien moi, en Espagne, et puis ils vont l'autociter avec eux-mêmes, c'est formidable. Voilà. Donc bon, les fact-checkers, c'est pas ma tasse de thé, on l'imagine bien, mais ils ont effectivement un certain pouvoir de nuisance sur Wikipédia. Donc c'est pour ça que moi, Wikipédia, je veux vraiment distinguer le Wikipédia historique, donc je parle de ma matière, mais l'histoire en général, très pointu, avec vraiment des spécialistes d'un très haut niveau. En gros, c'est des historiens, c'est des professeurs d'université, ou alors, parfois, oui, ça peut être des retraités, ou je ne sais quoi, des gens qui ont du temps libre et qui sont très besogneux, mais voilà, ils font le taf, quoi. Mais voilà, le Wikipédia un peu plus... comment dire, lié à l'actualité, là, est vraiment à prendre avec beaucoup, beaucoup de pincettes, parce que ils vont stigmatiser, toi t'es complotiste, toi t'es d'extrême droite, toi t'es un conspi, toi t'es anti-vax, moi je suis neutre, donc je détiens la vérité, enfin voilà. Donc là-dessus, évidemment, à prendre avec beaucoup plus de précautions. Alors oui, parce que on parlait d'Hannibal, et puis tout d'un coup j'ai eu, mais oui, je voulais en parler, alors bon, sans faire trop de polémique non plus, je pense qu'il y a plus grave dans le monde, mais oui, un film qui va être fait sur Hannibal, donc Hannibal, le général punique, carthaginois, avec comme acteur Denzel Washington. Alors oui, très bon acteur. Bon, il a pris un petit coup de vieux, ouais, pour Hannibal. Vous auriez pu prendre un acteur un petit peu plus jeune, mais là, enfin, ils ont déjà fait Cléopâtre, qui était noir. Et là, bon, que dire. Bon, le pire, ça reste quand même le Achille noir, hein, j'avoue. Voilà, là aussi, je vais pas faire de polémique. J'avoue, c'est pas si grave. Bon. Mais enfin, quand même, il y a... Je sais pas, il y a une foultitude d'acteurs qui auraient pu jouer l'Hannibal, en fait. Ils auraient pris un Maghrébin, ils auraient pris, voilà, un Sémite, un Israélien, ils auraient pris... Parce que, voilà, il est d'origine phénicienne. Alors, il y a des mélanges avec des Berbères, mais enfin, voilà, c'est un Sémite. Après, je veux bien qu'on fasse le buzz et qu'on mette le nom sur un gros acteur, ça j'entends. Mais bon. Alors évidemment, qui on retrouve derrière Netflix. Comme par hasard. Ils sont forts, et ils sont forts. La totale, hein. Ils ont fait Achille noir, ils ont fait Cléopâtre noir. Après, je connais pas tout, mais ils ont fait aussi des princesses élisabéthaines noires. Ouais, c'est formidable. Ouais, je pense qu'on va régler tous les problèmes de racisme dans le monde, en fait. Ça va pas du tout diviser les communautés, pas du tout. Et ça va aller beaucoup mieux après. Donc bon, allez, je vous lis vite fait, c'est court, mais ouais, Denzel Washington a déjà trouvé son prochain film alors qu'il est en train de tourner Gladiator 2 avec Ridley Scott. Alors ils sont en train de faire un Gladiator 2, ça fait longtemps qu'il y a le projet, mais sans Russell Crowe. Voilà, donc c'est la suite. Et je l'ignorais, il y a Denzel Washington qui joue dedans. Bon, il est partout. L'acteur âgé de 68 ans, il est plus tout jeune, hein, va jouer dans le prochain film consacré au général carthaginois Hannibal Barca qui a tenté de conquérir Rome à dos d'éléphants.
Bon, ils sont à moitié tous morts en traversant les Alpes, mais bon, ça fait là aussi partie de la légende. Ce film va être réalisé par Antoine Fuqua, bon, avec qui Denzel a collaboré, ah oui, pour un excellent film, pour un bon polar, Training Day, et la saga Equalizer, donc je connais pas. Et d'ailleurs, il avait remporté l'Oscar du meilleur acteur pour Training Day, donc ouais, très très bon film avec des flics pourris de Los Angeles, une ambiance un peu James Ellroy, j'avais bien aimé. Alors, scénariste connu, alors Netflix aura beaucoup d'attentes autour de ce film, puisque oui, ils sont en train de se faire bouffer par Disney+, et par Apple aussi, puisqu'elle a engagé John Logan, donc ce dernier qui a collaboré avec Scorsese pour Gladiator, bon, effectivement, excellent scénario, Aviator, donc c'est sur Howard Hughes, et Hugo Cabret. Bon, là, pour le coup, ça a été un échec commercial. Et donc, la vie d'Hannibal Barca a été très peu représentée au cinéma, oui, c'est vrai. Seule la BBC avait fait un téléfilm en 2006, avec un acteur, pour le coup, qui avait un type sémitique, punique, de bonne aloi. Hannibal, le cauchemar de Rome, donc j'avais vu celui-là. C'est l'acteur, donc, Alexander Siddig, qui avait joué le rôle de l'acteur principal. Et donc Denzel Washington, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, sera aussi producteur de ce projet à gros budget. Et donc le tournage de ce film ne devrait pas débuter avant plusieurs mois, puisque l'acteur américain est en plein tournage du film Gladiator 2. Et que Antoine Fuqua prépare le biopic sur Michael Jackson. J'ai vu jouer, et Michael sera joué par son propre neveu. Et oui, je me tiens au courant de l'actualité. Pour le coup, bon bah voilà, enfin que dire de plus. Enfin bon, alors si ça tombe, le film sera excellent. L'équipe a l'air solide. Hein, c'est quand même d'un autre niveau que le documentaire absolument pitoyable, historiquement parlant et cinématographiquement parlant de Madame Smith. Ça a été un véritable fiasco à tout point de vue. Bon. Bah écoutez, si ça peut faire avancer la cause de l'antiracisme, bah c'est formidable, mais j'ai peur que bah voilà, ça alimente l'éternel problème, guerre intestine entre les tenants du racialisme, ceux qui vont dire bah non, on s'en fiche qu'il est noir, voilà. Oui, j'avoue, on regarde pas juste une personne selon sa couleur de peau, oui d'accord, mais enfin, il y a quand même un message derrière, et là voilà, j'ai lu d'autres articles là-dessus, mais certains se vantent parce que voilà, on va remettre les racines africaines d'Hannibal. Ouais, mais les gars, c'était des colons phéniciens. C'est l'éternel problème, en fait. Ils confondent un peu tout, quoi. C'est comme Cléopâtre, elle est africaine, parce qu'elle est née en Égypte. Bah non, elle est grecque, c'était des colons. Donc bref, éternel problème. Voilà, je préfère maintenant m'en amuser. J'avoue que je pense qu'il y a plus grave ce qui se passe dans le monde. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous intéressait. Et puis n'hésitez pas à me faire des petits retours si j'ai commis des erreurs, parce que je fais ça de tête, hein, pour ainsi dire. Donc voilà, je peux avoir commis quelques erreurs ou inexactitudes, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.